défi. Communiste ou communisant. Des contre-vérités. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Lucas da Silva, cofondateur de Scopéo, et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue sur ce 12e épisode déjà de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un jeune journaliste en formation qui aura l'occasion de se présenter en quelques mots plus tard, Monsieur Pierre Valentin, qui a récemment gagné en notoriété grâce à la publication de son étude en 2 volumes sur l'idéologie woke, sur le think tank Fondapol, ou Fondation pour l'innovation politique. Avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à Lucas Peria, également membre de Scopéo, pour qu'il puisse poser le décor de ce nouveau podcast. Merci Lucas, bonjour à celles et à ceux qui nous écoutent, et surtout bonjour à vous, Monsieur Pierre Valentin. Bonjour. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de l'un des termes qu'on retrouve de plus en plus fréquemment dans la bouche de la classe politico-médiatique, le wokisme ou l'idéologie woke. Est-ce un phénomène concret qui s'ancre dans la réalité ou est-ce simplement une chimère qui sert à disqualifier ses opposants politiques? C'est ce que nous chercherons à comprendre avec vous. Mais avant de démarrer l'entrevue, Monsieur Valentin, je vous laisse vous présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent. Alors du coup, moi, déjà merci pour votre invitation. Moi, j'ai étudié notamment à Exeter au Royaume-Uni, où je dirais ces questions-là étaient déjà des sujets avant de devenir un sujet en France. Donc, il y avait un peu d'avance, disons, sur ces questions. Et actuellement, je suis étudiant en sciences politiques, en master. Et donc, j'ai écrit pour la Fondation pour l'innovation politique qui m'a commandé cette note en 2 volumes sur la question du wokisme qui, moi, m'intéresse et, à mon sens, c'est vraiment un des gros sujets dans les prochaines années et qui, d'ailleurs, est déjà en train de prendre de l'ampleur par rapport à juillet dernier, au moment de la publication de la note. Donc, vous avez sans doute connu de plein fouet le phénomène dans vos universités, les universités dans lesquelles vous avez eu l'occasion d'étudier. Justement, la première chose, je pense, pour poser les bases solides de notre discussion, est-ce que vous pouvez nous apporter une définition claire, précise du wokisme, d'où il vient le terme et que signifie-t-il selon vous précisément? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'on peut définir le wokisme de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il y a un angle sociologique, un angle psychologique, un angle philosophique, et que le phénomène que le mot woke décrit est indiscutable. Ensuite, la manière de le nommer, lui, est discutable. Donc, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Déjà, il y a un clivage générationnel. On voit qu'il y a une jeune gauche qui ne pense pas pareil qu'une gauche de plus de 35 ans. Ça, c'est indiscutable. Il y a un excellent papier d'ailleurs du Figaro sur la question, écrit il y a quelques jours, sur le clivage générationnel au sein des rédactions comme Libération, Le Monde ou l'Obs. Accessoirement, je ne dis pas ça pour me victimiser ni rien, mais c'est quasiment les 3 seuls médias papier qui n'ont pas parlé de la note. Donc, clivage générationnel. Maintenant, wokisme. Woke signifie être éveillé. Ça signifie aussi être vigilant, parce qu'initialement, c'est une injonction positive, le hashtag #StayWoke, qui commence dans la communauté afro-américaine à gagner un peu en popularité, disons, au début des années 2000, fin des années 2000. Ensuite, début des années 2010, ça se popularise vraiment. C'est repris notamment par Black Lives Matter. Il y a un documentaire de Black Lives Matter fait avec certains de ses membres en 2016 qui s'intitule I Stay Woke, The Black Lives Matter Movement. On voit aussi en 2016 Jack Dorsey qui arbore fièrement un t-shirt Stay Woke, le hashtag. Donc, c'est un terme éminemment positif, c'est une revendication positive. Donc, quand on me dit aujourd'hui personne ne s'en réclame, c'est vrai en fait à ce stade, mais c'est historiquement faux. Des gens s'en sont réclamés et le terme est initialement positif, c'est comme ça qu'il naît politiquement. Ensuite, voilà, ceux qui prônent l'intersectionnalité, dont on pourra peut-être reparler, ceux qui voient la société comme étant hétéro-patriarcale, on peut les nommer comme on veut, il se trouve que c'est un phénomène qui existe, qui est générationnellement constitué, qui des statuts, qui renomme des rues, qui vire des professeurs, qui les menace de mort dans certains cas. Tout ça, ça existe. C'est une réalité qui existe. Maintenant, on se pose la question de comment les nommer. Comme j'ai dit, le terme woke, j'y tiens, mais pas non plus, je ne suis pas prêt à en mourir. Moi, ce que je ne veux pas qu'on fasse, par contre, c'est qu'on me fasse croire qu'il n'y a pas de clivage au sein de la gauche, qu'on parle juste de progressisme au sens large, alors que justement, ça ne distingue pas entre un progressisme
si vous voulez, justement, qui déplore la pertinence des catégories raciales et sexuelles dans le domaine politique, qui dit on ne devrait pas accorder une telle pertinence à ces termes, c'est ce qu'a fait notamment Martin Luther King, et le wokisme qui fait l'inverse, qui dit il faut arrêter d'être colorblind, il faut arrêter de nous faire croire que la race n'est pas un enjeu, n'est pas, disons, une grille de lecture fondamentale et primaire, première dans nos sociétés aujourd'hui. Donc voilà pourquoi moi je tiens à ce terme, et pour parler du terme plus précisément et pas juste de la réalité à laquelle il renvoie, moi ce que j'aime bien avec le mot woke, c'est quand même cette idée qu'il y a quelques petites personnes, petites minorités éveillées, woke, vigilantes, qui perçoivent les dominations là où le reste de la société est endormi. On est face à des masses endormies qui ne se rendent pas compte que dans la manière dont la boulangère m'a rendu ma monnaie, il y avait un réflexe encore colonialiste, que dans la manière dont mon père m'a serré la main, il y a le patriarcat qui s'est incarné là, dans la manière dont le blanc conduit sa voiture, il y a encore un phénomène raciste. Le commun des mortels ne voit pas ça, mais le woke, qui a accès à une éducation supérieure, qui a accès à une révélation supérieure, lui perçoit le mal. Donc, il est éveillé pendant que les autres sont endormis. Voilà, si vous voulez, comme pour un propos introductif, voilà ce que je donnerais. Alors, merci. Vous avez donc, en fin de cette réponse, évoqué des comportements qui paraissent assez quotidiens, comme rendre la monnaie ou encore conduire d'une certaine façon qui témoignerait d'un comportement, par exemple, colonialiste. Je voudrais faire le lien avec ce que vous expliquez dans une partie de votre étude, comme quoi le wokisme accentuerait les troubles psychologiques et entraînerait une auto-alimentation des processus de distorsion de la réalité, qui donc se témoignerait en la constance de micro-agressions avec la surprésence, on va dire, de trigger warnings, se plongeant finalement au plus profond des troubles, rendrait alors la sortie du mouvement woke difficile psychologiquement pour les jeunes et témoignerait alors peut-être d'une forme d'emprise psychologique du mouvement, en ajoutant à cela toute la dimension complotiste, l'intolérance à l'opposition, aux opinions divergentes. On peut se demander si une telle idéologie est compatible avec les valeurs défendues par la République française. Et je voudrais vous demander concrètement, est-ce qu'on doit lutter politiquement contre l'idéologie woke? Est-ce que l'idéologie woke est un danger? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Déjà, philosophiquement, c'est-à-dire que c'est un mouvement intellectuel qui ne croit ni en l'universel, ni en la rationalité, et ni en l'individu, même si l'individu, il faudrait nuancer, parce qu'il croit quand même à un ressenti individuel qui est sacralisé dans certains cas. Mais disons, pour faire simple, individu, universel, rationalité, trois choses que la République française chérit, trois choses auxquelles le wokisme ne croit pas. Donc de ce point de vue-là, il y a clairement une incompatibilité, et c'est d'ailleurs ce qui se traduit dans ce fameux clivage générationnel, qui est également un clivage philosophique. Ensuite, vous avez parlé de l'aspect psychologique. Moi, ma conviction en travaillant sur ces questions-là, c'est qu'on ne pouvait pas traiter la philosophie woke sans parler de la psychologie de cette génération, et qu'il y a des parallèles fascinants à tracer entre les deux, et qu'il fallait faire une approche, si vous voulez, pluridisciplinaire ou transdisciplinaire pour parler de ce phénomène. Prenons par exemple la théorie critique de la race, qui est particulièrement populaire en Amérique. On en parle beaucoup, c'est vraiment un grand sujet de clivage, donc ça va arriver, je pense, dans quelques mois en France, vraisemblablement. Elle est compliquée et simple par certains aspects, mais disons qu'elle a deux prémices, si on veut les schématiser. La première, c'est que le racisme est le pire péché qui existe. Et la seconde, c'est qu'il est encastré dans l'intégralité de nos structures, de nos normes, de notre réalité sociale. C'est-à-dire que l'héritage, c'est pour reprendre la phrase de Pierre-André Taguieff, qui pour le coup parle du décolonialisme, mais ça s'applique également ici, dans la mesure où l'héritage colonial serait partout, culturel, politique, artistique, l'impératif décolonial est ainsi formulable, tout décoloniser pour tout déconstruire. Donc, on a simultanément l'idée que le racisme est le pire péché et qu'il est partout. Et donc, de ce point de vue-là, on en conclut très logiquement que toute la réalité, en fait, est très mauvaise. Que, comme je le disais tout à l'heure, la manière de serrer la main, la manière de parler, tout est infesté de racisme, en fait, et que c'est impossible d'y échapper. Robin DiAngelo, d'ailleurs, qui est très populaire chez Woke, Ibrahim X. Kendi sont assez clairs là-dessus. Vraiment, le racisme est partout et ils rivalisent, ces penseurs, de nouvelles manières de trouver du racisme, à tel point que le conte satirique Titania McGrath a fait un fil qui recense 144 choses qui ont déjà été décrites comme racistes ou alors comme participant à un système raciste, ce qui, dans leur nouvelle définition du racisme, est une seule et même chose. Et dans cette liste, on trouve le poisson, le changement climatique, que sais-je. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que forcément, lorsque vous avez cette philosophie-là,
ça va avoir un impact sur votre psychologie. C'est-à-dire que vous allez regarder le monde, vous allez, sans mauvais jeu de mots, noircir le monde. Tout est mauvais. Et afin de tenir en fait à cette idée d'impureté radicale du monde, vous allez être obligé de filtrer négativement, ce qui est une des distorsions cognitives, le negative filtering dont parlent les psychologues que j'ai cités notamment dans mon rapport. C'est par exemple une personne déprimée qui pratique donc, cette distorsion cognitive, que pratique également, enfin qui encourage en tout cas le wokisme, c'est je côtoie des personnes, je côtoie des réalités, parmi toutes les choses qui vont m'arriver, il y aura une chose, enfin 3 choses négatives et 5 choses positives. Et si je filtre négativement, en rentrant chez moi, je vais dire quelle journée de merde, j'ai 3 choses négatives qui me sont arrivées. Parce que les choses positives, je ne vais même plus les voir, je vais les disqualifier dans ma tête. Donc, afin de rester woke, il faut pratiquer ces distorsions cognitives. Sinon, vous allez voir des sources d'émerveillement, des sources de gratitude, toutes ces choses-là qui sont l'antithèse fondamentale du comportement woke. Donc pour moi, il y a un lien clairement entre les deux. Et là où le lien est encore plus évident, et à mon sens chimiquement pur, cette jonction chimiquement pure, c'est dans le cas des disability studies. Les disability studies, donc les études du handicap, disons, vont dire que lorsqu'on cherche à éradiquer le handicap, en réalité, et là ils projettent le nazisme, qui est leur seule référence culturelle surtout, on cherche en fait à éradiquer les handicapés. Donc quand on dit lutter, si vous voulez, contre la surdité, contre le fait d'être aveugle, non, c'est en fait éradiquer, génocider, que sais-je, les sourds et les aveugles. Et pareil, dans la mesure où le statut de victime devient un statut marginal à mettre en avant, on va dire que ceux qui cherchent en fait à se guérir, ou du moins, si vous voulez, à minimiser la portée de ces handicaps sur leur vie, à devenir un peu moins sourds, à avoir, qu'on leur fasse des opérations, il y a notamment des progrès de la science magnifiques sur la question, et ben on va dire, vous trahissez votre camp, vous rejoignez le camp des dominants. Donc, on va décourager violemment le fait d'aller mieux, si vous voulez, dans l'idée que toute science qui va vous dire qu'en fait, ces choses-là, forcément, vont atteindre votre vie, ça, c'est purement une construction sociale des dominants afin d'opprimer les marginalisés. Donc, la jonction est très claire là-dessus, et on pourra en parler des heures, parce que le sujet de la santé mentale et du wokisme, vraiment, est fondamental et passionnante, et on ne pourra pas étudier le wokisme sans étudier la question de la santé mentale, de la psychologie, du rapport aux écrans, au numérique, etc. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a forcément des risques, à mon sens, de santé publique dans le wokisme. Alors, je voudrais revenir une nouvelle fois sur votre étude que d'ailleurs nous recommandons à quiconque pour prolonger le sujet et pour prolonger l'entrevue. Comme vous l'expliquez, vous avez d'ailleurs mentionné un petit peu la théorie critique de la race qui vient des États-Unis. Ce phénomène woke, il vient d'abord et avant tout des États-Unis. C'est son origine sociale, son origine politique, son origine géographique, particulièrement des universités américaines, du monde étudiant. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a les mêmes réalités et conséquences en Europe et en France? Puisque si c'est d'abord implanté aux États-Unis et s'il a d'abord des conséquences aux États-Unis, on peut se demander si les réalités sociales sont les mêmes en France et en Europe. Je pense d'ailleurs au gouvernement qui a récemment montré une grande inquiétude envers ce phénomène, à l'image de Jean-Michel Blanquer au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que c'est vraiment un danger qui se retrouve dans la même intensité en France qu'aux États-Unis? Non, alors pour répondre à votre question, pas encore. Disons que, pour faire une métaphore, en Amérique, la question woke contre non-woke, c'est le clivage numéro 1. C'est-à-dire que, très clairement, c'est vraiment le clivage qui rythme la vie politique. Au Royaume-Uni, c'est devenu le clivage numéro 3, selon le sondeur Frank Lunst, qui en juillet dernier montrait que c'était, quand on pose la question en fait, à l'électorat anglais des 3 clivages les plus importants, il cite le wokisme en 3e. Et lui prédisait en juillet dernier, et pour l'instant sa prophétie est plutôt en train de se réaliser, que le Royaume-Uni suivrait l'exemple américain, l'exemple entre guillemets, dans les 6 à 12 prochains mois. Donc là, on entre dans cette phase-là et on voit que, par exemple, même Boris Johnson, qui est Premier ministre conservateur en théorie, n'ose même pas se prononcer contre le mouvement trans. Lorsqu'on lui pose la question, est-ce que c'est vrai que seules les femmes ont un col de l'utérus, il n'ose pas dire oui, il n'ose pas dire 2 + 2 = 4, en fait, par peur d'offenser cette nouvelle idéologie. Et nous, on est, si vous voulez, à la remorque des Anglais qui sont à la remorque des Américains, et il semble qu'on est en train de se diriger vers ça. On voit qu'en France, une candidature comme Sandrine Rousseau, très ouvertement woke, qui se gargarise de vivre avec un homme déconstruit,
Bon, ça, c'était un peu impensable il y a quelques années déjà. Moi, je ne pense pas qu'on élira un candidat woke en 2022. Je pense que la France n'est pas encore prête pour ça, mais on voit, moi j'ai beaucoup de contacts avec des gens du monde de l'entreprise qui me disent qu'ils voient cela arriver. On a vu qu'en Amérique, par exemple, il y avait des séances de déblanchisation. On aidait les employés, j'en parlais dans le second volume de la note, à être moins blancs, donc à se détacher de la solidarité blanche, etc. Ça, c'est progressivement en train d'arriver en France. De ce que je comprends, il y a un clivage entre filiales françaises d'entreprises américaines ou encore entreprises françaises multinationales comme L'Oréal qui a décidé de retirer tout ce qui était blanchissant de ses produits parce que c'était jugé offensant, et un clivage par rapport aux entreprises franco-françaises franchouillardes, entre guillemets, qui, elles, forcément, sont un peu moins atteintes. Mais c'est en train de se propager. J'ai vraiment beaucoup de retours là-dessus très récemment, de gens qui me disent ça. Maintenant, dans le monde universitaire français, c'est clair que c'est vraiment très dominant. À la différence près, moi je suis habitué à débattre à force avec des sociologues qui me disent circuler, rien à voir. À la différence près que, si vous voulez, nos sociologues français, contrairement aux sociologues américains, sont un peu obligés de faire un entre-deux. C'est-à-dire qu'ils ne vous disent pas « oui, ce mouvement est génial », ils vont vous dire soit « ça n'existe pas ». Moi, j'aime bien faire cette blague. Le poisson n'est pas un terme universitaire, donc le poisson n'existe pas. C'est un peu le rapport qu'ils ont au wokisme, parce qu'ils n'aiment pas le terme, ils disent que ça ne renvoie à aucune réalité, ce qui est vraiment de la folie pour le coup. Ou alors ils vous disent on en fait trop, ou alors ils font un sophisme qui consiste à dire à qui profite le crime en disant ça sert tel ou tel intérêt politique, ce qui n'est pas une réponse sur le fond, on sera d'accord là-dessus. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas dire ce truc-là est génial. Ils sont nuancés, oui, mais c'est pas mal, mais ça va un peu loin. Et donc, ils sont encore obligés de faire un entre-deux. En Amérique, ils s'en fichent de faire un entre-deux. Ils vont à fond les ballons. Tous les blancs sont racistes, point barre. Robin DiAngelo dit ça pour le coup. Donc, nous, on est quand même dans une phase intermédiaire. On voit que ça arrive, ça progresse. On voit que 13% des Français, par exemple, adhèrent à l'écriture inclusive. Sondage réalisé en février dernier. Moi, je pense qu'entre-temps, ça a dû beaucoup augmenter. Et la question aussi, en fait, c'est pas... En fait, les gens parfois pensent qu'en politique, on fait un grand référendum pour ou contre le wokisme et que, évidemment, le camp des non-woke gagnerait largement. Ou parce qu'on le voit dans les sondages, même les termes les plus populaires, il y a encore à peu près 80% des Français qui trouvent ça affreux. Mais en fait, ce n'est pas la question. La question, c'est que pensent nos élites de demain? Et là, quand on se penche sur les sondages, on voit déjà que chez les 18-35 ans, 41% des Français adhèrent à la notion de racisme systémique. Donc, 41% des 18-35 ans, si on poursuit la courbe, c'est quand même pas la même France dans quelques années. Et plus généralement, il y a un clivage social. Les classes populaires, évidemment, soit n'ont même pas entendu parler de ces termes, soit quand ils en entendent parler, disent « non mais en fait, on ne veut pas de ça, nous, ça ne nous intéresse pas ». Le wokisme est un opium des intellectuels, pour paraphraser Raymond Aron. Mais le problème, c'est qu'en fait, les élites de demain, c'est les gens qui vont rentrer dans le domaine institutionnel, c'est les jeunes diplômés qui vont rentrer dans les médias, qui vont rentrer dans le domaine, enfin qui vont devenir avocats et qui vont faire des procès dans tous les sens. C'est les personnes qui vont rentrer dans le domaine artistique, c'est ceux qui vont faire des séries pour Netflix. Donc ça, c'est le monde de demain. Et on voit bien, je dirais, par le passé, que les élites de demain ont tendance à battre la cadence culturellement. Donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai sujet et je prends les paris, on va voir ce phénomène, c'est déjà le cas. Je veux dire, on aurait pu parler en juillet dernier, si je vous avais dit ça va être un des grands sujets de la présidentielle, on m'aurait peut-être dit oh, franchement, il ne faut pas exagérer. De fait, aujourd'hui, c'est un des sujets de la présidentielle. Et donc, moi, je pense que, par exemple, pour revenir sur l'écriture inclusive, en 2027, ça me paraît très probable que les partis de gauche qui ne rédigent pas leur programme en écriture inclusive soient très taxés de réactionnaires. On voit que Yannick Jadot le fait. On voit que, voilà, en 2017, il n'y avait que Benoît Hamon, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait vérifier avec Jean-Luc Mélenchon, mais je crois qu'il n'y avait que Benoît Hamon. Aujourd'hui, Mélenchon, Rousseau, Jadot, ils font tout ça en écriture inclusive. Et je pense qu'en 2027, ce sera vraiment vu comme une sorte de bizarrerie d'arrière-garde de ne pas rédiger son programme intégralement en écriture inclusive. Donc oui, on est sur une dynamique exponentielle. Et on est en train de suivre l'Amérique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des républicains de gauche. On a quand même une gauche, c'est ça qui nous distingue. On a une gauche qui n'est pas entièrement woke. Il y a une gauche non woke. En Amérique, politiquement, elle ne pèse plus rien, alors qu'en France, on voit notamment avec des personnes de la majorité présidentielle, ils ne sont pas tous de gauche, mais qui quand même portent un message anti-woke. On voit Marianne, qui est, si vous voulez, sur une ligne républicaine. On voit l'Express aussi, qui sont plutôt de centre-gauche progressistes, qui sont contre le wokisme. Mais ça, ce n'est pas le cas. Enfin, ça n'existe plus vraiment à un niveau, si vous voulez, populaire, politique, institutionnel en Amérique. Donc, de ce point de vue-là, on se distingue des Américains, mais ma question, c'est pour combien de temps? Surtout dans la mesure où
le clivage au sein de cette gauche est essentiellement générationnel. Donc, si on poursuit si vous voulez, la courbe dans quelques années, et puis la fréquence d'utilisation des termes woke est vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est à la verticale. Donc, si on poursuit là aussi les courbes, voilà. Donc, voilà pourquoi moi je pense que c'est vraiment… on est en train de suivre le schéma américain. Maintenant, ce n'est pas couru d'avance, on verra. Alors, on l'a vu il y a quelques minutes, l'antiracisme est une des caractéristiques initiales du mouvement woke, centrale du mouvement woke. Je me demandais, est-il ou est-il devenu un nouveau racisme envers ceux qui sont considérés comme privilégiés? Vous avez dit tout à l'heure, on peut entendre des déclarations aux États-Unis comme tous les blancs sont racistes. Dans une dynamique semblable, j'ajouterais, est-ce que le néo-féminisme, pour vous, est une forme de nouveau sexisme? Oui, alors c'est au centre en fait du clivage entre les deux gauches en France. Et entre les deux gauches à la base en Amérique, puisque l'une des deux a été progressivement marginalisée au point de plus vraiment être très audible, enfin, sans être traitée d'homme de droite. Alors, moi, je vais vous citer encore une fois le conte satirique Titania McGrath, dont je suis très fan. J'encourage tous vos auditeurs à aller voir ça, enfin, tous vos abonnés à voir ça sur les réseaux sociaux. Elle a écrit une tribune il y a un an maintenant, je crois que c'était en avril 2020, où elle terminait magistralement en disant rééduquons les masses, renommons les rues, interdisons toutes les mauvaises opinions, brûlons les livres, les mauvais livres. C'est la seule manière de vaincre le fascisme. On comprend en fait dans ce propos assez drôle, qui a pour but évidemment de faire rire, de faire réfléchir également, que sous prétexte de sortir d'un monde affreux, on va faire advenir un monde affreux. C'est-à-dire que sous prétexte de quitter le fascisme, là on comprend bien en disant brûlons les livres, etc., on va faire advenir un nouveau fascisme. D'ailleurs, elle est prophète, comme toujours. Elle a d'ailleurs un fil avec 13 ou 14 entrées désormais, où le nombre de fois où elle aura prédit l'avenir. Elle avait fait un tweet il y a assez longtemps en disant « Le problème avec les livres numériques, c'est qu'on ne peut pas les brûler s'ils sont offensants. » Et on a vu, j'avais écrit un article dessus pour le Figaro notamment, au Canada, des autodafés inclusifs, où on faisait brûler des livres au nom du bien, évidemment. Donc, pour répondre à votre question, c'est un préambule, sous couvert en fait, de sortir du racisme, on réinstitue la même chose que l'on prétendait combattre. On réinstitue une logique de ségrégation, avec des espaces non mixtes notamment, alors que, évidemment, toutes les années 60, avec le mouvement des droits civiques, c'était lutter contre la ségrégation. On réinstitue, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas l'égalité, parce que l'égalité, ça veut dire la neutralité. La neutralité, philosophiquement, pour eux, ça n'existe pas, c'est une construction sociale des Blancs. Et donc, dans la mesure où l'égalité n'existe pas, on va juste faire la hiérarchie à l'envers. Si vous voulez, ils ont forcément caricaturé Derrida, mais il y avait déjà un peu cette idée chez Derrida, où je le cite notamment dans la première partie du premier volume, où il va dire voilà, toute opposition de concept, parole, écrit par exemple, n'est jamais une mise au même niveau, mais toujours une subordination. Donc, il n'y a pas d'égalité, il y a toujours une hiérarchie. Il n'y a que domination. Domination, c'est forcément l'un au-dessus de l'autre, si vous voulez. Et donc, dans la mesure où il n'y a que ça, où il n'y a que pouvoir, eh ben, il faut juste que le pouvoir soit pour la bonne cause. Il faut juste qu'on oppresse, mais pour la bonne cause. Il faut juste qu'on domine, mais pour la bonne cause. Et pour parler là aussi de néo-féminisme, on peut voir avec Alice Coffin, par exemple, elle prône pas l'égalité, finalement. Elle prône la dissolution des hommes. Elle dit je ne veux plus voir d'hommes dans ma vie. Il faut qu'on arrête d'acheter leurs livres, il faut qu'on arrête de les voir. Et également, Pauline Armange, qui a écrit un ouvrage au titre assez éloquent « Moi, les hommes, je les déteste ». Et on comprend là, ici, comment le terme de diversité, pareil pour le terme de racisme, a changé de signification. La diversité, ça n'est plus, si vous voulez, un pluralisme, c'est la dissolution, la disparition des dominants. Il y a Horia Boutelja, notamment, donc, qui est très présente dans le mouvement indigéniste, qui, là aussi, je le cite dans la première partie du premier volume, qui va dire nous, en s'arrogeant le droit de parler au nom de tous les immigrés en France, créolisons, islamisons, noirisons la France. Et donc, en fait, l'objectif de ce point de vue-là, c'est juste moins de dominants. Ce n'est pas un pluralisme, c'est différent. C'est-à-dire que c'est un processus négatif. Ce n'est pas un processus d'équilibre, c'est un processus de destruction. Donc, c'est vraiment très différent. Et pour terminer, disons, sur le clivage entre ancien antiracisme et nouvel antiracisme, entre progressisme à l'ancienne, entre guillemets, même si ce terme est un peu un oxymore, et ce qu'on a aujourd'hui avec le wokisme, il y a un manuel sur la théorie critique de la race qui, de manière assez franche, parce qu'ils ne sont pas toujours francs, parfois ils mentent par stratégie publicitaire de manière assez habile,
eux, dans un élan d'honnêteté, Richard Delgado et John Stefanczyk, dans ce manuel, vont dire, contrairement au mouvement des droits civiques traditionnels, donc là déjà tout est dit, la théorie critique de la race critique les fondements même de l'ordre libéral, y compris le rationalisme des Lumières, l'égalité juridique, enfin j'ai plus toute la liste, mais ils font une longue liste en expliquant en fait on n'est pas comme ces gens-là. Donc ceux qui ensuite essayent de dire voilà on est comme Martin Luther King, alors que précisément ils jugent sur la couleur de peau et non pas sur le contenu du caractère, c'est évidemment une tartufferie, c'est une vaste blague. Et c'est ce que j'essaie de comprendre, et c'est pour ça que je m'insurge contre ceux qui disent que wokisme ne veut rien dire, c'est que ces gens-là cherchent à masquer cette distinction qui, à mon sens, est fondamentale et justement nous distingue de l'Amérique politiquement. Alors, vous y avez déjà répondu en partie par l'intermédiaire de vos réponses, mais je vais me faire l'avocat du diable un petit peu et vous poser une question sur les termes qui sont utilisés par la classe dominante pour reprendre des termes d'inspiration marxiste. On a vu quand même beaucoup ces derniers mois le terme d'islamo-gauchisme qui avait été utilisé à peu près de la même façon par la classe politico-médiatique. Aujourd'hui, c'est le wokisme qui vient en trombe s'installer dans les discours. Est-ce que, par ces termes, la classe dominante, elle ne cherche pas à disqualifier ceux qui remettent en cause le système politique et économique qui lui profite? En d'autres termes, cette classe ne cherche-t-elle pas à maintenir ses privilèges en agitant des étiquettes qui sont un peu vides de sens, mais qui lui permettent de jeter l'opprobre contre ceux qui remettent en question le système capitaliste? Alors c'est en effet, encore une fois, je suis habitué à débattre de manière virulente avec des sociologues français, donc de gauche, et qui souvent citent en effet l'exemple de l'islamo-gauchisme. Moi, je n'ai pas d'expertise, de légitimité particulière à parler d'islamo-gauchisme. J'ai cru comprendre que Pierre-André Taguieff, que je connais, il avait écrit dans Marianne pour dire que le terme avait été mal utilisé et mal compris, parce que c'est lui qui l'a inventé au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je n'ai pas lu ces entretiens, je ne me prononcerai pas forcément là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a en France, on peut citer par exemple l'exemple de l'IEP Grenoble. J'en parle souvent dans les entretiens, mais parce que pour moi, il est symptomatique. On est quelques mois après la décapitation de Samuel Paty, et des étudiants, dans ce contexte-là, qui est évidemment présent dans tous les esprits, parce que ça a fait la une des médias à juste titre pendant plusieurs mois, on a des étudiants qui placardent sur les murs de l'IEP Grenoble le nom de 2 professeurs accusés d'islamophobie. Quand on fait ça, encore une fois, on sait ce qu'on fait. En tout cas, on assume le risque pris. Et d'ailleurs, la police a placé ces 2 étudiants sous protection policière. Là, on a quoi? On a des personnes de gauche qui traitent quelqu'un d'islamophobe dans un contexte sulfureux. En fait, il faut être sociologue en fait, pour arriver et dire non, mais ça ne veut rien dire, l'islamo-gauchisme, ça ne renvoie à aucune réalité, etc. Comment on nomme en fait ce phénomène-là? Comment on nomme ce qui vient d'avoir lieu? Maintenant, on peut polémiquer sur le terme, dire que sociologiquement, il n'est pas rigoureux. C'est vraiment, je veux dire, c'est un tropisme d'élite de dire ça. Le Français qui voit ça, il comprend à quoi ça fait référence. Les 2 mots, d'ailleurs, sont assez bien définis et on note une convergence entre les 2. Encore une fois, je ne veux pas refaire le débat sur l'islamo-gauchisme, je pose juste ça là. Ensuite, dans votre question, mais je comprends bien que vous faites l'avocat du diable, pas de souci, mais moi, ça revient toujours, il y a ce côté qui est un sophisme, en fait, à qui profite le crime. C'est-à-dire qu'on va disqualifier un terme en disant « ouais, mais en fait, ce terme peut faire le jeu de ». En fait, ce n'est pas un argument en philosophie, c'est un sophisme, vraiment. Et alors après, est-ce que le mot peut être mal utilisé? Est-ce que j'ai vu qu'on arrivait à traiter je veux dire, Zemmour de woke? Oui, évidemment que c'est dans ce contexte-là, c'est mal utilisé, mais ça ne veut pas pourtant que le terme ne veut rien dire. Encore une fois, il est né d'une revendication positive. Ce qui n'est pas le cas, en effet, de l'islamo-gauchisme, si on voulait distinguer. Mais il est quand même né d'une revendication positive. Donc, voilà, l'argument de « à qui profite le crime » n'en est pas un. Et ce que je commence à faire maintenant sur les plateaux, c'est je commence par poser les différents sophismes qui arrivent régulièrement. Et ensuite, l'interlocuteur woke, même si en France, il n'y en a pas tant que ça, disons l'interlocuteur woke ou woko-compatible, si je puis dire, soit il utilise ces sophismes, ce qu'il fait souvent et auquel cas il est un peu discrédité, parce que dans les mesures où les sophismes ont été donnés d'avance, il est démasqué, ou alors il ne les utilise pas, et auquel cas, souvent ils sont un peu à court d'arguments, parce que
le ad hominem, à qui profite le crime, etc., où on nous cache les vrais sujets, etc. Ce n'est pas des arguments en soi, ça ne répond pas sur le fond. Donc, maintenant, c'est ce que je fais, parce qu'à force d'entendre ça, voilà. Alors, j'aurais une dernière question pour ma part à vous poser. Je me suis intéressé donc aux nouvelles politiques de contrôle de contenu et des utilisateurs mises en place par les GAFAM aujourd'hui, qui sont constamment actualisées ces derniers temps, ces dernières années, même ces derniers mois. Les pressions et les public shaming, les formes de propagande dans les systèmes éducatifs qui sont mises en place. Je voudrais vous demander, l'idéologie woke n'incarne-t-elle pas la fin de la liberté d'expression, en tout cas le danger d'une fin de liberté d'expression? Est-ce que le muselage de l'espace public démocratique, voué à la confrontation des idées, comme on le sait tous, n'est pas mis en place pour transformer cet espace public en autoroute du consensus? Oui, vous avez raison de parler d'autoroute du consensus. Moi, je pense que déjà, woke ou pas woke, les GAFAM, c'est un sujet en soi. Et maintenant, ce qui est terrible, c'est qu'on a une idéologie, à mon sens, qui a un vrai potentiel totalitaire dans la mesure, on pourra en reparler peut-être, mais qui préempte le désaccord, qui explique d'avance le désaccord des autres comme étant soit le fruit d'une naïveté, soit le fruit pire d'un cynisme. Donc, en gros, le désaccord désintéressé, sincère, loyal, honnête n'est plus possible. Et qui se marie avec, si vous voulez, un potentiel, en tout cas, de contrôle social inégalé dans l'histoire humaine, en tout cas à une telle échelle. Et la réunion des deux pose un vrai problème. Moi, je recommande à vos abonnés notamment l'ouvrage de Vivek Ramaswamy, je ne me hasarderai pas à essayer de reprononcer son nom de famille qui est d'origine indienne, qui s'appelle Woke Incorporation. Il n'a pas encore été traduit, mais il a été publié en août dernier. Et lui fait un travail d'étude sur la wokisation, si vous voulez, des GAFAM, qui est très intéressant et qui est effrayant, parce qu'il y a des potentiels vraiment, mais proprement hallucinants. C'est-à-dire qu'on se doute qu'il y a des manières de reconnaître. On voit par exemple de la publicité ciblée, qui se fait souvent au sein de conversations Messenger. Donc, Messenger voit que vous envoyez des messages pour dire « Ah, tel concert a l'air sympa ». Vous allez avoir dans votre mur Facebook des publicités comme ça. Donc, il y a quelque chose qui… Enfin, on vous lit. D'ailleurs, c'est pour ça que Signal et Telegram ont eu un tel succès, notamment avec WhatsApp aussi, qui n'était pas clair sur tout ça. C'est que les gens se disent « Bon, j'ai besoin de… Il y a une question de sécurité, ou en tout cas de vie privée. » Et il suffit, si vous voulez, qu'on bidouille un logiciel et qu'on dise « Bon, si j'utilise tel terme jugé problématique, eh bien, on le notera, on le fera baisser dans nos algorithmes lorsqu'il fera des publications. » Tout cela est possible et concevable. Si vous voulez, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que cette logique démarre. Il y a déjà des signes de ça. On voit des comptes, alors pour l'instant, c'est plutôt des comptes à droite, mais ça arrivera aussi à des gens de gauche républicaine qui sautent. Et ensuite, seulement si il y a une grosse mobilisation pour dire à Instagram, Facebook, Twitter, réouvrez ce compte, parfois, ils cèdent en disant « Oui, on a fait une erreur, c'était une fausse manip, etc. » C'est ce qu'ils disent généralement. Mais c'est terrifiant. C'est-à-dire que vous voyez comment cette mécanique peut se mettre en place. On voit par exemple Twitter qui bannit des comptes. Ça, eux, ils l'écrivent pour le coup. Ce n'est même pas si vous voulez, quelque chose qu'on constate et qu'ils ne disent pas. Twitter bannit des comptes qui mégenrent, comme on dit, qui utilisent quelqu'un par le mauvais genre, ce qui est quand même une offense, un blasphème. Vous ne connaissez même pas l'existence. Aujourd'hui, la majorité des Français, à mon sens, je pense, ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est d'ores et déjà réprimé par les GAFAM. J'étais passé chez un YouTuber notamment qui me disait, voilà, mon compte a été supprimé à jamais, ce qu'on appelle un ban def, parce que j'avais mégenré quelqu'un ou alors j'avais deadnamé quelqu'un qui a utilisé l'ancien pronom de quelqu'un avant sa transition. Donc, on voit comment ce qui était de l'ordre d'un petit délire archi-minoritaire au sein de quelques militants sur quelques petits réseaux sociaux devient en quelques années, vraiment on n'a rien de temps, la vitesse en soi de la modification devrait tous nous inquiéter, devient instituée de manière répressive par les GAFAM. On voit aussi que LinkedIn propose là aussi de mettre ses pronoms dans son profil. Alors pour l'instant, c'est facultatif. Peut-être qu'après, ce sera plus obligatoire. On voit que dans les mails d'entreprise, donc ça, ce n'est pas les GAFAM, mais disons que c'est la même tendance sur les pronoms, qu'on encourage vachement dans le monde anglo-saxon, mais ça commence à arriver un peu en France, de mettre ses pronoms à la fin des mails. Et disons, ce qui arrive avec ces choses-là, c'est que dans un premier temps, c'est facultatif, et on dit, pourquoi vous vous opposez chacun le droit de mettre ses pronoms?
Et l'étape d'après, ça devient obligatoire. Il me dit, mais pourquoi vous ne voulez pas mettre vos pronoms en fait? Et à chaque fois, c'est-à-dire que le ad hominem est latent. C'est, en fait, si vous êtes contre, c'est forcément que vous êtes un méchant réac transphobe, alors que bon, même des transgenres comme Caitlyn Jenner peuvent se faire traiter de transphobe. Même Caroline Fourest se fait traiter d'extrême droite aujourd'hui, donc il faut savoir raison garder avec ces mots-là. Donc on voit ce processus qui s'emballe et qui s'incarne dans les GAFAM et qui donne un potentiel de contrôle qui est vraiment énorme. Et c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et d'ailleurs, une des premières fois qu'on me pose la question, je vous en remercie, il faudrait vraiment en parler beaucoup plus. C'est un vrai sujet. Il faudrait que si vous voulez, le prochain président en France, quel qu'il soit, prenne ce sujet à bras le corps. Alors, pour conclure cette entrevue, je vais vous poser une question qui va nous permettre de prendre un petit peu de recul historique, si vous le voulez bien. On parle beaucoup de déconstructivisme autour de ces questions de wokisme comme un phénomène nouveau. Pour reprendre un anglicisme, la cancel culture aussi, qui aurait pour objectif de faire table rase de notre histoire et de nos valeurs occidentales en particulier. Mais je me demandais, est-ce réellement une idéologie nouvelle? Par là, je veux prendre un petit peu de recul historique, comme je le disais, puisque on peut constater que lors de la période de la Révolution française, par exemple, il y avait déjà quelque part cette volonté manifeste d'engendrer une société nouvelle, de construire un homme nouveau, de détruire les grandes figures, les valeurs du temps, comme la royauté, la religion catholique, la noblesse. Autrefois, on pouvait voir des églises qui étaient brûlées, on allait jusqu'à tuer les dissidents politiques pendant les pires périodes de l'histoire, au nom d'une idéologie nouvelle. Et c'est pour ça que ça permet de faire le lien aussi avec l'idéologie woke qu'on connaît aujourd'hui. Ces faits historiques ne permettent-ils pas de prendre du recul par rapport aux phénomènes que nous vivons aujourd'hui et de relativiser la portée, la dangerosité de l'idéologie woke contemporaine? Oui, alors moi je ne dirais pas relativiser, mais c'est vrai que mettre en parallèle, c'est vraiment pas inintéressant. C'est une très bonne question. Il y a déjà 2 parallèles qu'on peut tracer et ensuite je rentrerai dans les divergences. Premier parallèle, comme vous l'avez bien souligné, on faisait tomber des statues à l'époque également. Il y avait une même radicalité, je dirais une même relation à la pureté et à l'utopie qui avait fini par se retourner contre Robespierre. On voit toujours ce même phénomène, c'est-à-dire qu'on enclenche un mouvement très, très radical et on passe fatalement d'avant-garde à rétrograde en très peu de temps. La révolution dévore ses enfants, etc. etc. Là-dessus, aucun problème. Et second parallèle, d'un point de vue sémantique, les Lumières, déjà en français on dit les Lumières, en anglais et en allemand on dit l'illumination. On voit ça comme un mouvement, on passe de l'obscurité vers la lumière. Le wokisme, c'est quoi? Il y a ceux qui sont endormis, ceux qui sont éveillés. Donc il y a là aussi, si vous voulez, un sorte de clivage entre illuminés, éveillés face à endormis, obscurantistes. Donc de ce point de vue-là, il y a déjà des vrais parallèles à faire. Maintenant, d'un point de vue philosophique, comme je l'ai expliqué tout au long de l'entretien, il y a vraiment des grands clivages. Le rationalisme des Lumières, qui est rejeté par la théorie critique de la race, comme je l'avais dit, est une construction sociale blanche. L'universalisme, là aussi, il faut être soit naïf, soit cynique pour y croire du point de vue du wokisme. Mais alors là, encore une fois, j'en parle pas dans ma note, tout ça, c'est un sujet que j'essaie de creuser en ce moment, sur lequel je réfléchis, vous avez raison de me poser la question. Une hypothèse, c'est qu'on avait, si vous voulez, avant la Révolution, avant les Lumières, c'est tout un débat historique sur est-ce que les Lumières et la Révolution, c'est tout à fait la même chose, est-ce que l'un n'a pas trahi l'autre? Je pose ce débat, je le mets sur le côté. Avant les Lumières, on avait une civilisation chrétienne qui, globalement, considérait qu'on atteignait l'universel à travers le particulier. Donc, je suis père de famille, je suis maire de mon petit village, enfin, chef de mon village, j'appartiens à ce village, j'appartiens à cette région, j'appartiens à ce pays, j'appartiens en tant que chrétien à l'universel et au monde. Et la République, en tout cas les Lumières, a un peu voulu faire l'inverse, mettre ce raisonnement à l'envers, dire je suis d'abord universel, et le particulier, on l'a vu notamment avec le traitement des langues régionales qui ont été assez violemment réprimées sous l'histoire de la République, le particulier est conçu comme un obstacle à l'universel. C'est-à-dire que on ne peut pas être breton et français, on ne peut pas être breton et on ne peut pas être français et membre de la grande nation des êtres humains universels. Et ce n'est pas forcément faux. C'est-à-dire que
Si vraiment vous êtes, par exemple, l'exemple facile, si vous êtes breton très vindicatif qui n'aimait pas la France, si votre identité bretonne se construit contre la France, c'est vrai dans ce cas que le particulier est un obstacle à l'universel. Par contre, moi je pense qu'il n'y a pas forcément de contradiction. On est de là où on est et on va vers l'universel, on tend vers l'universel. Et le problème, c'est qu'en ayant voulu faire, donc je récapitule brièvement, civilisation chrétienne, l'universel à travers le particulier, modernité libérale, les Lumières, la République, tout ça, l'universel sans le particulier. Et alors, en conséquence, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je constate, c'est d'ailleurs ce que déplorent tous les universalistes aujourd'hui, on a le particulier sans l'universel. C'est-à-dire qu'on tombe dans ce que les séistes québécois appellent la sloganisation de l'universel. C'est-à-dire que c'est devenu un slogan et on a un peu du mal à montrer ses conditions. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont critiqué la France, qui était à mon sens, c'est-à-dire que l'universalisme est d'abord français, c'est là le paradoxe. On a des gens qui ont critiqué la France et qui ensuite tombent des nues en disant tiens, mais c'est bizarre, plus personne ne croit en l'universel aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, l'universel a pris du plomb dans l'aile. Oui, mais peut-être que vous avez, si vous voulez, scié la branche sur laquelle vous étiez assis. Donc, il y a un vrai sujet, si vous voulez, qu'il faudrait creuser. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Valentin, pour toutes ces réponses très éclairantes sur le phénomène woke qu'on n'a pas fini d'entendre, je pense, dans les médias et dans le monde politique. Ce sera peut-être l'un des thèmes centraux de l'élection présidentielle à venir dans 6 mois déjà. Vous avez publié une étude, je le rappelle, sur la Fondapol en 2 volumes qui est très éclairante et qui est sourcée, sérieuse et développée sur le sujet, que je recommande une nouvelle fois vivement à tous nos auditeurs. Je vous laisse le mot de la fin. J'espère que cette entrevue aura donné des éclaircissements à l'ensemble de nos auditeurs. Et n'hésitez pas à retrouver tout notre travail sur notre site scopeo.org et l'ensemble de nos entrevues politiques déjà publiées sur notre chaîne YouTube. Merci à vous et je vous souhaite à tous une belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. Pour ceux qui voudraient, alors déjà, je vous encourage vivement à lire les 2 notes. Je précise qu'elles sont gratuitement disponibles sur le site de la fondapol.org. Et ceux qui voudraient prolonger la discussion, entre guillemets, ou prolonger la question, peuvent me suivre sur Twitter. Oui, peuvent me suivre sur Twitter. Merci à vous encore une fois. Merci. Au revoir. Au revoir.